Bonjour. Dans cette première partie du chapitre Notions de base sur les asservissements, nous allons présenter des définitions et un outil mathématique qui sera très utile par la suite. Et on commence par les définitions. Comme les asservissements font partie de l'automatique, on présente ici une définition de l'automatique. Donc l'automatique est un ensemble de théories mathématiques et une technique de raisonnement qui concerne la prise de décision et la commande des systèmes. À partir de cette définition, on voit bien que l'automatique englobe un ensemble de théories mathématiques, les techniques de raisonnement, prise de décision, la commande des systèmes. Donc, c'est une discipline multidisciplinaire. Un automaticien doit avoir des connaissances en mathématiques. Il doit avoir des techniques, bien connaître des techniques de raisonnement. Évidemment, ces techniques de raisonnement concernent la prise de décision. Et lorsqu'on parle de la prise de décision, cette décision n'est pas au hasard, mais elle est faite en fonction des connaissances préalables sur le système ou bien de l'objectif voulu pour ce système, en particulier un cahier de charges. Donc, il faut faire une analyse, déterminer les performances du système et comparer avec le cahier de charges. Et si certaines performances ne répondent pas au cahier de charges, il faut dans ce cas-là envoyer une commande de telle manière à faire évoluer l'état du système pour satisfaire le cahier de charges. Alors, on peut voir de cette définition que l'automatique englobe un grand nombre de disciplines. Les mathématiques, l'électronique, la mécanique, le traitement de signal, l'informatique, et ainsi de suite. Donc, un automaticien, il doit être un mathématicien, un électronicien, un mécanicien, et ainsi de suite. L'objectif de l'automatique est de remplacer l'homme dans la plupart des tâches. Exemple, des tâches répétitives. Ils peuvent être ces tâches simples mais ennuyeuses. Et dans ce cas-là, l'automatique est indispensable dans ces tâches-là. Des tâches pénibles que l'homme ne peut pas réaliser. Des tâches dangereuses, trop précises, trop rapides. Et donc l'automatique est indispensable dans ces cas-là. Les domaines d'application de l'automatique sont nombreux et on peut distinguer deux cas. Système à événements discrets et système continu. Pour les systèmes à événements discrets, on parle d'automatisme, c'est-à-dire nous avons ici une séquence d'actions dans le temps, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui doivent être exécutées d'une manière séquentielle. On peut citer comme exemple les distributeurs automatiques, les ascenseurs, les feux de croisement et une liste qui est très longue. Pour les systèmes continus, l'objectif est d'asservir ou commander des grandeurs physiques de façon précise et sans aide extérieure, c'est-à-dire sans intervention humaine. On peut citer comme exemple le pilotage automatique d'un avion, le positionnement des satellites, la commande des moteurs. Là aussi, la liste est très grande et très longue. Qu'est-ce qu'un processus physique ou bien un système? Un système est un ensemble de constituants reliés les uns aux autres de façon à former une entité. C'est-à-dire que nous avons plusieurs composantes qui sont reliées pour former un tout. C'est un système. Alors, on peut distinguer deux types de systèmes. Il y a un système simple, comme par exemple une résistance, formée d'une seule partie, une seule entité, et un système composé de plusieurs parties, comme un véhicule, par exemple. Donc là, il y a plusieurs parties qui sont articulées, liées les unes aux autres, pour former bien sûr une entité qui est un véhicule.
Système automatique. Un système il est automatique lorsqu'il accomplit une tâche bien déterminée sans intervention humaine. Évidemment, lorsqu'on parle de sans intervention humaine, cela ne veut pas dire que l'homme n'intervient plus, mais c'est l'homme qui fixe le fonctionnement du système automatique, les objectifs à réaliser et les conditions de fonctionnement. Et évidemment, une fois ces conditions sont fixées, ces objectifs sont fixés, le système va opérer lui-même. Donc, un système automatique est composé de deux parties. Il y a la partie commande et la partie opérative. La partie commande reçoit les consignes de l'opérateur et transmet ces consignes ou bien des ordres à la partie opérative. Lorsque la partie opérative reçoit ces ordres de la partie commande, elle va effectuer les opérations demandées. Comme exemple, barrière de parking automatique. Donc, la barrière de parking se lève et se baisse d'une manière automatique. Si bien sûr certaines conditions sont vérifiées. Par exemple, si nous avons ici une barrière intelligente, en fonction du nombre de places vides, elle peut s'ouvrir. Une fois le parking est plein, même si un véhicule se présente pour entrer au parking, donc il ne va pas s'ouvrir car il n'y a pas de place. Système dynamique ou à mémoire. Un système dynamique est un système dont la réponse à une excitation dépend à la fois de celle-ci et de ce qui s'est passé avant. Donc, pour un système dynamique, lorsqu'il est excité par une entrée quelconque, la réponse dépend de cette excitation et de ses états passés. C'est-à-dire que ce système mémorise son évolution et il les utilise pour déterminer son état présent. D'une manière mathématique, la relation mathématique liant l'entrée et la sortie est plus complexe, c'est-à-dire que la sortie dépend d'elle-même, c'est-à-dire de ses dérivés et de l'entrée. Donc, nous avons en quelque sorte ici une équation différentielle qui décrit le fonctionnement du système. Donc, pratiquement, la majorité des systèmes sont des systèmes dynamiques. On peut citer comme par exemple four électrique, circuit RLC, pendule simple, torsion inversée, les moteurs. Donc, et la liste aussi est très grande des systèmes dynamiques. Un système linéaire. Un système dynamique linéaire est un système qui peut être décrit par une équation différentielle linéaire. Donc ça, c'est une définition très simple. Une fois on modélise le système, on trouve une équation différentielle qui décrit son fonctionnement. Si cette équation différentielle est linéaire, dans ce cas-là, le système est linéaire. Sinon, le système n'est pas linéaire. Comme exemple, le mouvement d'un pendule simple est décrit par l'équation θ seconde plus G sur S sinus θ égale à 0. Donc, on peut voir que c'est une équation différentielle qui est non linéaire. Donc, il y a présence d'un terme non linéaire sinus θ. Et par conséquent, le pendule simple n'est pas un système linéaire. On peut linéariser cette équation-là lorsqu'on suppose de petites oscillations. Et dans ce cas-là, le fonctionnement du pendule simple peut être décrit par une équation différentielle linéaire θ seconde plus G sur L θ égale à 0. Et nous avons donc un système linéaire sous la condition de petites oscillations autour de l'origine. Un système stationnaire est un système qui est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc, si nous avons un système qui est décrit par une équation différentielle à coefficient constant, dans ce cas-là, nous avons un système qui est stationnaire et qui est aussi invariant. Dans le cas où les coefficients dépendent du temps, nous avons un système linéaire.
variant, qui n'est pas stationnaire. Comme exemple, nous avons un système masse-ressort qui peut être décrit par l'équation x seconde plus k sur mx égale à 0, avec x égale L moins L0. L, c'est la longueur, ou bien l'élongation de ressort. L0, c'est son élongation Europe. Donc, nous avons donc une équation x seconde plus k sur mx égale à 0 avec des coefficients constants. Et par conséquent, nous avons un système stationnaire. Système causal. Un système est dit causal si la valeur de la sortie y de t à un instant t0 ne dépend que des valeurs de l'entrée u de t pour t inférieur ou égal à t0. C'est-à-dire que la sortie ne dépend pas des valeurs futures de l'entrée. Et on note ici que tous les systèmes physiques sont causaux. Après avoir vu ces définitions-là, on peut passer maintenant à un outil mathématique qui est très utile par la suite et qui est la transformation de Laplace. Donc, la transformation de Laplace est un outil mathématique possédant l'avantage de transformer des équations différentielles en équations algébriques, c'est-à-dire qui permet de transformer des équations différentielles qui sont généralement difficiles à manipuler en équations algébriques. Comme définition, soit f de t est une fonction réelle de la variable réelle t, définie pour t positif, et soit s une variable complexe définie pour s égale sigma plus j oméga. S'il existe un réel sigma 0 tel que l'intégrale de 0 plus à plus l'infini de la valeur absolue f de t exponentielle moins sigma 0 t de t fini, alors f de t admet une transformée de Laplace pour partie réelle de s égale à sigma supérieur à sigma 0, donnée par f de s égale l'intégrale de 0 plus à plus l'infini de f de t exponentielle moins st de t. Donc si nous avons cette condition, qui est la condition de convergence, alors f de t admet une transformée de Laplace f de s donnée par cette intégrale. Intégrale de 0 plus à plus l'infini de f de t exponentielle moins st de t pour tout nombre complexe s tel que la partie réelle de s égale à sigma supérieur à sigma 0. Sigma 0, bien sûr, c'est un paramètre positif qui définit le domaine de convergence. Si cette intégrale n'est pas finie, donc f de t ne possède pas de transformée de Laplace. On prend un exemple. On demande de calculer la transformée de Laplace de la fonction échelon unitaire gamma de t égale à 0 pour t négatif, 1 pour t positif. Donc 0 pour t négatif, ça donne la causalité. Bien, ça exprime la causalité. 1 pour t supérieur à 0, c'est-à-dire que nous avons ici un échelon unitaire. Alors, en utilisant la définition, U de S, c'est la transformée de Laplace de gamma, et qui est l'intégrale de 0 plus à plus l'infini de gamma de t exponentielle moins st de t. Ça, c'est juste la définition. Donc, on remplace gamma de t par 1, par gamma de t est égal à 1 pour t positif, et donc c'est l'intégrale de 0 plus à plus l'infini exponentielle moins st de t, et cette intégrale n'est autre que moins 1 sur s exponentielle moins st, qu'on doit évaluer entre 0 plus à plus l'infini. En plus l'infini, on écrit c'est les limites quand t tend vers plus l'infini de moins 1 sur s exponentielle moins st. Et en 0, nous avons moins 1 sur s avec le moins, ça donne plus 1 sur s. Donc, cette limite-là doit converger. Sinon, on ne peut pas avoir U de s. Donc, il y a convergence. Pour que l'intégrale converge, c'est la condition d'existence de la transformée de Laplace. On doit avoir la partie réelle de s positive. Partie réelle de s égale à sigma supérieur à 0. Alors on considère sigma 0 égale à 0. Et par conséquent, nous avons la transformée de Laplace U de S égale à 1 sur S pour tout S tel que la partie réelle de S positif. Donc la transformée de Laplace d'un échelon unitaire est donnée par 1 sur S. Remarque, une fonction est dite
causale si elle est identiquement nulle pour t négatif. Donc, lorsqu'on écrit 0 pour t négatif, ça exprime la causalité. Et la fonction échelon que nous avons vue, elle est nulle pour t négatif. Donc, c'est une fonction qui est causale. Maintenant, nous allons voir quelques propriétés de la transformée de Laplace. Première propriété, c'est l'unicité de la solution. Donc, si nous avons deux fonctions f et g qui possèdent la même transformée de Laplace, la même image, h de s, c'est-à-dire h de s égale transformée de Laplace de f de t et qui est égale à la transformée de Laplace de g de t, alors ces deux fonctions sont identiquement égales, c'est-à-dire f de t égale à g de t. Donc, si f et g possèdent la même image, donc ils sont identiquement nuls et ils sont identiquement égaux. La linéarité, donc si f de t s'exprime sous la forme lambda i f de t, somme sur i allant de 1 jusqu'à n de lambda i fi de t, et fi de s c'est la transformée de Laplace de fi de t, alors la transformée de Laplace de f de t, qui est f de s, peut s'exprimer sous la forme somme sur i de lambda i fi de s. Comme exemple, on prend f de t égale à 3t à la puissance 3 plus 4 exponentielle moins 5t. Et on demande de déterminer f de s. Pour cette fonction-là, on peut voir que f de t peut s'exprimer sous la forme somme sur i de lambda i fi, i allant de 1 à 2. Donc, il peut s'exprimer sous forme d'une combinaison linéaire de deux fonctions. Donc, on pose f1 égale à t3, f2 égale exponentielle moins 5t, lambda 1 égale à 3 et lambda 2 égale à 4. Et donc, nous avons f de t s'écrit sous la forme lambda 1 f1 de t plus lambda 2 f2 de t. Et on applique dans ce cas la linéarité. f de s, c'est lambda 1 f1 de s plus lambda 2 f2 de s. Donc, on détermine la transformée de Laplace f1 de s, transformée de Laplace f2 de s, et on peut déduire f de s. Donc, f1 de s, c'est la transformée de Laplace de t3. Elle est donnée par 6 sur s à la puissance 4. f2 de s, c'est la transformée de Laplace de f2 qui est exponentielle moins 5t. Elle est donnée par 1 sur s plus 5. Alors, on applique la propriété de linéarité. f de s égale à 3 f1 de s plus 4 f2 de s, c'est-à-dire 18 sur s à la puissance 4 plus 4 sur s à la puissance 5. Troisième propriété, théorème de la valeur initiale. f de 0 plus égale la somme est égale plutôt f de 0 plus, c'est la limite quand t tend vers 0 plus de f de t. Et le théorème de la valeur initiale dit que cette limite-là, elle est égale à la limite quand s tend vers plus l'infini de s, f de s. Exemple, on prend f de s égale 9s plus 3 sur 13s carré plus 7s plus 4. Et on essaie de déterminer f de 0 plus en appliquant le théorème de la valeur initiale. Donc f de 0 plus, à partir de ce théorème, c'est les limites quand s tend vers plus l'infini de s, f de s. On remplace f de s par son expression, on cherche cette limite, on trouve que c'est 9 sur 13. S tend vers plus l'infini, bien sûr, nous avons s carré, donc c'est le rapport des coefficients des termes de plus haut degré, 9 sur 13, parce que s tend vers plus l'infini. Quatrième propriété, théorème de la valeur finale. F de plus l'infini, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, et qui est donnée par la limite quand s tend vers 0 de sf de s. Exemple, f de s, c'est la même fonction de tout à l'heure, l'exemple précédent.
Alors, f de plus l'infini, c'est les limites quand s tend vers 0 de s, f de s. Donc, on remplace f de s et on voit bien que c'est 0. Donc, dans cette remarque, nous allons donner certaines conditions d'applicabilité de ce théorème, théorème de la valeur initiale, théorème de la valeur finale. Donc, la première remarque, le théorème de la valeur initiale ne s'applique que si le degré du numérateur de f de s est égal ou supérieur au degré de son dénominateur. F de t contient alors une impulsion. Donc, pour appliquer le théorème de la valeur initiale, il faut examiner le numérateur et le dénominateur de la fonction f. Si le degré du dénominateur est inférieur ou égal au degré du numérateur, dans ce cas-là, le théorème de la valeur initiale n'est pas applicable. Comme exemple, on prend la fonction f de t égale delta de t plus 4t exponentielle 3t avec delta de t est une impulsion. La transformée de la place de f de t, qui est f de s, est donnée par s-3 au carré plus 4 sur s-3 au carré. Alors, si on veut appliquer le théorème de la valeur initiale, nous avons f de 0 plus, c'est delta de 0 plus. Et à partir du théorème de la valeur initiale, la limite quand s tend vers l'infini de s, f de s est égale à plus l'infini. Donc, on peut voir qu'ils ne coïncident pas. Si c'est delta de 0 plus, si c'est plus l'infini. Donc, il n'est pas applicable. Deuxième remarque, le théorème de la valeur finale ne s'applique que si tous les pôles de f de s sont à partie réelle négative. On tolère un pôle simple nul. Là, pour appliquer le théorème de la valeur finale, il faut examiner les pôles de la fonction f de s, c'est-à-dire les racines du dénominateur. Et ces racines doivent être à partie réelle négative. Si elles ne sont pas à partie réelle négative, on ne peut pas appliquer le théorème de la valeur finale. Par exemple, on prend la fonction f de t égale à 4t exponentielle 3t. Ça transforme de la place f de s égale à 4 sur s-3 à la puissance 2. On peut voir que f de s possède un pôle s égale à 3 double. Donc, il n'est pas à partie réelle négative. Si, malgré ça, on veut appliquer le théorème de la valeur finale, f de plus l'infini à partir de la fonction ici, 4t exponentielle 3t, c'est plus l'infini. Mais les limites quand s tend vers 0 de s, f de s, c'est la limite quand s tend vers 0 de s fois 4 sur s-3 au carré égale à 0. On remarque bien qu'ils sont différentes. Donc il n'y a pas d'égalité, par conséquent le terme de valeur finale n'est pas applicable. Pourquoi? Parce que f de s possède un pôle s égale à 3 qui est positif. Troisième remarque, si la différence entre le degré du dénominateur de f de s et le degré de son numérateur est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire le degré du dénominateur moins le degré du numérateur supérieur ou égal à 2, alors f de 0 plus est égal à 0. Donc là, une fois on compare le degré du dénominateur avec le degré du numérateur, on trouve que cette comparaison supérieure ou égale à 2. Dans ce cas-là, sans faire de calcul, on peut poser directement f de 0 plus égale à 0. Quatrième remarque, ça concerne toujours la différence des degrés, numérateur et dénominateur. Donc, dans cette remarque, si la différence entre le degré du dénominateur de f de s et le degré de son numérateur est égal à 1, cette fois-ci, donc degré de d moins degré de n est égal à 1, alors f de 0 plus est le quotient des coefficients des plus hauts degrés du numérateur et du dénominateur. Tout simplement, on prend les coefficients des termes de plus haut degré pour le numérateur et le dénominateur et nous avons le rapport pour f de 0 plus. Donc, ce sont donc 4 remarques concernant l'applicabilité des
théorème de la valeur initiale et de la valeur finale. Donc, on prend un exemple. Soit la fonction f de s d'une manière générale, nous avons le numérateur, c'est un polynôme avec le coefficient AI et de degré m. Le dénominateur d de s est un polynôme de degré n avec le coefficient b. Pour avoir la causalité n supérieure à n. Alors, on cherche à déterminer f de 0 plus. F de 0 plus, c'est les limites quand s tend vers plus l'infini de s, f de s. C'est-à-dire limite quand s tend vers plus l'infini, on remplace f par son expression, fraction rationnelle. S tend vers plus l'infini, donc ce sont les termes de plus haut degré qui l'emportent. Et donc c'est les limites quand s tend vers plus l'infini de s à m, s à la puissance m sur bn, s à la puissance n. Donc là, nous avons s à la puissance m, donc c'est s à la puissance m plus 1. Et donc, c'est la limite quand s tend vers plus l'infini de am, le rapport des coefficients am sur bn des termes de plus haut degré, 1 sur s à la puissance n moins m moins 1. Et on peut voir dans ce cas-là, en étudiant cette limite, que cette limite elle est nulle si n moins m moins 1 est positif, supérieur à 0. Dans ce cas-là, c'est s tend vers l'infini, s à la puissance n moins m moins 1 tend vers l'infini, et donc 1 sur ce terme tend vers 0. Donc les limites tendent vers 0. Et dans ce cas-là, n moins m supérieur ou égal à 2. Et nous avons la troisième remarque. Il est constant, cette limite est constante, est égale à am sur bn si n moins m moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire n égale à m plus 1. Ou encore n moins m est égal à 1. C'est-à-dire la différence du degré entre le degré du dénominateur et le degré du numérateur est égal à 1. Et c'est la quatrième remarque que nous avons vue. Donc avec cet exemple, nous avons appliqué, ou bien nous avons mis en évidence les deux remarques, troisième et quatrième. Cinquième propriété, dérivation. Donc la transformée de la place de la dérivée d'ordre n de f de t par rapport au temps peut s'exprimer sous la forme s à la puissance n f de s moins s à la puissance n moins 1 f de 0 plus moins s à la puissance n moins 2 la dérivée première de f de 0 plus, ainsi de suite jusqu'à moins la dérivée d'ordre n moins 1 de f de 0 plus. Donc la transformée de la place de la dérivée n-ième de f de t par rapport au temps dépend des conditions initiales f de 0 plus, f point de 0 plus, jusqu'à la dérivée d'ordre n-1 par rapport au temps de f de 0 plus. Pour une fonction bien sûr causale, les conditions initiales sont nulles. Cas particulier, lorsque n est égal à 1. Si n est égal à 1, nous avons la transformée de la place de la dérivée de f par rapport au temps égale s f de s moins f de 0 plus. Dans le cas où n est égal à 2, la transformée de la place de la dérivée seconde de f de t est donnée par s carré f de s moins s f de 0 plus moins f point de 0 plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons une fonction causale, les conditions initiales sont nulles et par conséquent, la transformée de la place de la dérivée n-ième de f de t se réduit à s à la puissance n f de s. Alors, on fait une remarque ici. On doit distinguer la dérivée par rapport au temps et celle par rapport à s. La transformée de la place de t à la puissance n f de t elle est donnée par moins 1 à la puissance n de la dérivée n-ième de f de s par rapport à s. Et donc là, il faut faire attention à les dérivées par rapport à s et celle par rapport au temps, comme nous avons vu précédemment. Exemple, la transformée de la place
de sinus de t est donné par 2 sur s carré plus 4. Alors, exploitant cette remarque, cette égalité-là, on peut déterminer le transformé de la place de t sinus de t. T à la puissance n. Donc, n est égal à 1. Donc, la transformée de la place de t sinus de t, c'est moins à la puissance n, c'est-à-dire 1, c'est moins, dérivé d'ordre 1, n est égal à 1, d sur ds de 2 sur s carré plus 4. Et on trouve 4s sur s carré plus 4 au carré. Donc là, cette remarque-là, cette égalité peut simplifier le calcul de la transformée de la place des fonctions de type t à la puissance n f de t, connaissant bien sûr f de s. Sixième propriété, intégration. La transformée de la place de l'intégrale de f de t dt est égale à f de s sur s. Le théorème de Rother, si f de s est égal transformée de la place de f de t, alors la transformée de la place de f de t moins t0 est égale à exponentielle moins st0 f de s, pour t évidemment supérieur à t0. Et comme dernière propriété, le théorème de déplacement. Si f de s égale transformée de la place de f de t, alors la transformée de la place de exponentielle moins at f de t égale f de s plus a. L'ensemble de ces propriétés peuvent être utiles dans des calculs et il faut les apprendre. Il faut savoir les manipuler. Donc, avec ces propriétés, avec la connaissance de la transformée de la place et ses propriétés, on termine cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la transformée de la place inverse.